Bienvenue sur le podcast VARAP. Rejoignez-nous dans notre exploration du monde passionnant de l'escalade. Chaque mois, nous vous présenterons des entrevues avec des grimpeurs professionnels, des passionnés, des critiques d'équipement, des conseils d'entraînement et des histoires de falaises. Que vous soyez un pro aguerri ou un débutant désireux de vous lancer dans ce sport, ce podcast a quelque chose à offrir à tout le monde. Alors, venez avec nous alors que nous grimpons vers de nouvelles hauteurs et découvrons tout ce que la communauté de l'escalade a à nous offrir. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite pour ne pas manquer les prochains épisodes et de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram tout particulièrement. Pour ce deuxième épisode, on reçoit Louis, qui est le fondateur de Rocktop Magnésie. Moi, ça me tenait très à cœur de parler de Magnésie et de prendre ce prisme-là pour parler d'escalade de manière globale. C'est un des trucs qui est très important dans notre sport. Je voulais avoir quelqu'un qui s'y connaisse vraiment. Et donc, on reçoit Louis. Alors Louis, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut Pierre, alors moi du coup, donc Louis Justino, j'ai créé Rocktop. Aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans que la boîte existe. Je suis un jeune grimpeur. Je venais du vélo à la base, donc je me suis mis à l'escalade pendant mes études. Ça fait 5-6 ans que je grimpe maintenant. Et en fait, j'ai fondé Rocktop un petit peu juste avant que ça devienne obligatoire dans les salles, et parce que ça me tenait à cœur d'avoir un produit qui me plaise sur cette catégorie-là, parce que c'est quand même quelque chose de vachement important dans l'escalade. Et du coup, voilà, au début, j'avais un associé. Aujourd'hui, je suis seul. Donc, j'avance seul sur ce projet. Et vraiment, ça me plaît, j'adore ça. Ça me fait visiter plein de salles, grimper partout, connaître du monde. C'est vraiment sympa. T'as l'air assez jeune, t'as quel âge ? J'ai 24. T'as déjà créé une entreprise à 24, c'est stylé. Ouais, carrément. C'est un souhait depuis longtemps. Ouais. Ok, et donc t'as découvert l'escalade dans ta jeunesse ? En fait, c'est une histoire un petit peu bizarre. Je faisais du vélo de descente en compète à assez bon niveau pendant pas mal d'années. Et ça demandait du coup grosse condition physique, donc beaucoup de muscu, beaucoup de force, gainage et tout. Quand je suis arrivé à faire mes études, du coup, je viens de Cannes, dans le 06, et j'ai déménagé à Chambéry. Et à Chambéry, là-bas, un petit peu comme la Savoie, toute cette région, l'escalade, c'est une religion, quoi. Et honnêtement, la muscu, ça me saoulait. C'est quand même beaucoup moins fun. Et j'ai des potes de là-bas qui m'ont fait découvrir l'escalade et j'ai adoré, j'ai jamais arrêté. Et alors, ça remplaçait Au début, c'était ça l'idée. Okay. Ouais. Au début, c'était ça l'idée, c'était un peu renfo et en même temps, c'était plus fun. Et après, c'est devenu un de mes sports principaux, quoi. Et donc, t'as laissé tomber la descente pour te consacrer de manière annexe à l'escalade, c'est ça ? En fait, j'ai continué de faire la descente. Ok. J'ai continué jusqu'encore l'année dernière. Donc 2022, je faisais encore toutes les compètes, tout ce que je pouvais faire à mon niveau. Et mais je faisais toujours de l'escalade. Je fais pas mal de sport à côté. Je fais du foot, je fais plein de choses. Dans ce genre de région, tout est centré autour des sports outdoor, quoi. Ah ouais, complètement. Là-bas, si tu skis pas, tu grimpes pas, t'es un ovni. C'est incroyable. Et comment est-ce que tu pourrais dire que ça t'est passé genre de personnes qui a envie qui grimpent à te dire vas-y, je vais faire une marque de magnésie, parce que tu aurais pu ouvrir une salle. Enfin, il y a plein de manières de faire des projets. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la magnésie particulièrement ? Alors en fait, l'histoire est simple. J'étais un gros consommateur de magnésie, quoi. J'étais vraiment le pire à l'époque, tu sais, celui qui venait avec son gros sac vraiment full, plein de magnésie, qui en était partout. Qui en était partout, quoi. Le gars que les patrons de salle détestaient. Et en fait, la salle où je grimpais, à une époque, donc juste après mes études, je suis parti vivre à la frontière suisse avec un coloc, et on grimpait beaucoup dans une salle qui est super d'ailleurs, j'y retourne dès que je peux, qui s'appelle Cortigrimpe, donc dans l'Ain. Et on y allait tout le temps, et vraiment quelques semaines avant le confinement, ils ont rendu obligatoire la magnésie liquide. Et au début, je l'ai pris un peu mal, en mode c'est un relou, quoi, c'est un truc nouveau. On a toujours du mal à accepter les nouveaux trucs, tu vois, au tout début. Et en fait, c'est tombé vraiment tout pile juste avant le confinement, quoi. C'était quelques semaines. J'ai même pas eu le temps d'acheter une bouteille, tu vois, donc pour te dire. Et première approche, c'était ça va me coûter beaucoup plus cher. J'étais pas trop à l'aise avec ça. Et je me suis dit, écoute, j'ai fait des études en ingénierie des matériaux. Je me suis dit, bon, ça va, je vais réussir à me débrouiller pour essayer de faire quelque chose, quoi. J'ai acheté pas mal d'échantillons de tout ce qui se faisait. J'ai plus ou moins aimé. Et je me suis dit, allez, go pour faire mon produit, quoi. Donc on était avec mon coloc de l'époque.
Et on s'est dit go faire notre produit. Du coup, on a pris tout le confinement pour tester, retester des recettes avec des critères, avec du tableau. Enfin, on a commencé un petit peu classique, quoi. C'est ça la clé, finalement, c'est l'ingénierie des matériaux. Donc ça, c'est ta formation scolaire, on va dire. C'est sans quoi, ingénierie des matériaux? Alors moi, du coup, ça s'appelle ingénierie des matériaux, mais je me suis arrêté au DUT. J'ai fait un DUT donc en 3 ans, sport-études. Enfin, 3 ans au lieu de 2. Et du coup, ouais, t'apprends un petit peu les bases de chimie, tu vois, de matériaux. Donc, c'était quelque chose d'assez simple, enfin, assez simple pour moi. Ça reste quelque chose de pas très compliqué non plus. Mais voilà, du coup, ça m'a pas fait peur et on s'est dit, allez, go, c'est parti. C'est que le moment où tu te dis, vas-y, j'y vais, c'est au moment où tu as ce changement d'apparition de la magnésie qui est donc obligatoire partout, quoi. Carrément, ouais. Après, j'avais déjà découvert la magnésie liquide, disons quelques mois avant. J'étais dans un block-out, celui de Lyon. Et block-out, pour le coup, ils étaient vraiment précurseurs sur ça. Ils avaient interdit la magnésie en poudre bien avant tout le monde. Et au début, t'arrives, c'était vraiment la mauvaise image du produit, quoi. Tu pouvais pas faire pire com là-dessus. Parce qu'en fait, vu qu'ils étaient les seuls, tout le monde arrivait sur place avec son sac de magnésie. Et t'arrivais, le gars te disait, ah non, c'est interdit. C'est interdit, tu mets pas de magnésie en poudre. Et je lui dis, bah, j'ai pas de liquide. Et il te dit, bah, on en vend, tu vois. Et du coup, tu te retrouves à payer ta séance plus une bouteille de magnésie. Et au début, l'approche était pas top, quoi. Et au final, aujourd'hui, c'est Ouïad partout. Donc, je pense que ça va être une grosse partie de notre conversation. C'est sur cette histoire de débat liquide versus poudre et puis ce que ça entraîne. Alors, c'est quoi, pour commencer cette question-là, c'est quoi la différence entre de la magnésie en poudre et de la magnésie liquide, en termes chimiques, mais en termes de recettes ou... Alors du coup, la magnésie en poudre, donc le carbonate de magnésium, c'est en fait, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est à l'état naturel comme ça. Et en fait, la magnésie en liquide, c'est de la magnésie en poudre qui a été incorporée dans une recette, en fait, simplement. Donc il faut y ajouter un produit qui va du coup la liquéfier et qui va la faire sécher au moment où elle va être au contact de l'air, donc quand on la met sur les mains. Et ensuite, du coup, chacun sa propre recette, chaque marque a ses spécificités. Tu vas avoir des magnésies plus collantes, des magnésies qui seront plus volatiles, plus fines, plus épaisses, plus granuleuses, un grain plus fin, un petit peu de tout. Donc moi, je pense pas qu'il y ait de mauvaises, de très bonnes. Il y a des très bonnes magnésies, il y en a de tous les types. Il faut juste trouver ce qui nous convient. Et voilà, du coup, donc moi, la magnésie que j'ai, c'est la magnésie que j'ai entièrement faite à mon image. Je l'ai faite comme je l'aime, quoi. Donc, c'est une magnésie pour des grimpeurs et autres sports, mais surtout par des grimpeurs. Du coup, je suis hyper à l'écoute sur, tu vois, dès que je vais grimper quelque part, j'en ai toujours 2 ou 3 avec moi. Si je sympathise avec un mec, je dis, vas-y, essaye, dis-moi ce que t'en penses et tout. Uh-huh. Et la recette, elle a changé 1000 fois, quoi. Avant de caler un truc et de dire, go... on envoie tout le réglementaire et tout sur la recette, fait des tests. Et alors la magnésie en poudre, donc ce qui est finalement l'ingrédient principal de cette recette que tu as développée toi pour Octop, quand tu dis ça se trouve à l'état naturel, où est-ce que ça se trouve? C'est un minéral? T'as des mines de magnésie? Comment ça se passe? C'est minéral, ouais. C'est, honnêtement, j'ai pas de détails sur comment c'est extrait. Ok. Mais ouais, c'est minéral, ça se trouve comme ça. Ouais. Donc il y a des carrières, il y a des endroits. Des carrières. C'est des carrières. Il y a eu une histoire d'ailleurs un petit peu drôle sur ça. C'était, il me semble, je sais plus trop dans quel pays c'était, mais ils avaient voulu détruire une falaise, en gros une falaise de grimpe, parce qu'il y avait une carrière de magnésie, tu vois. Ok. C'est... Du coup, ça faisait gros débat. Et paradoxal. Ouais, carrément paradoxal, ouais. Tu casses de l'escalade pour faire plus d'escalade autre part. Et alors, donc, le moment où cette magnésie, elle est en poudre, elle est interdite, c'est pour des raisons de santé, principalement. Du coup, la communication sur ça, c'est du coup qualité de l'air, surtout dans les salles. Vu qu'on grimpe de plus en plus en salle. Et en réalité, aujourd'hui, un gros pourcentage des gens qui se considèrent comme grimpeurs n'ont jamais touché un rocher, tu vois. Ouais. Donc, une grande partie du développement de l'escalade, c'est les salles, et les salles de bloc. Donc là où on utilise de la liquide. Donc, on a cette problématique de qualité d'air dans les salles. Et ensuite, du coup, on a aussi le fait qu'en fait, la magnésie liquide, elle désinfecte les mains au même titre que du gel hydroalcoolique. Donc, dans le contexte sanitaire, ça marchait aussi vachement bien, tu vois.
Moi, j'ai vu la magnésie, enfin, j'ai vu les distributeurs de magnésie dans les salles, les gros bacs publics disparaître petit à petit. Et là, à ce moment-là, on avait le droit de ramener sa magnésie, puis ça a été interdit. C'est ça. Mais là, du coup, niveau sanitaire, que tout le monde aille mettre ses mains dans le même bac, tu vois. Ouais. Après, on se posait pas les questions avant le Covid, mais ça n'avait aucun sens, quoi. Et alors, dans la qualité de l'air, ça a vraiment un impact, quoi. C'est-à-dire que... Et alors, comment ça a un impact? C'est des particules fines? C'est des particules très fines. En fait, la magnésie, c'est des particules très fines qui viennent en fait se coller aux poumons. Et ce qui fait que c'est vraiment mauvais. En fait, ça s'apparente un petit peu à la pollution qu'on peut avoir, quoi. C'est le particules fines. Et dans les salles, il n'y a pas de système de ventilation? Il existe des systèmes de ventilation classiques, hein. Donc des extracteurs d'air, ce genre de choses, qui se bouchaient beaucoup avec pas trop de salles. Et aujourd'hui, il existe, je ne saurais pas donner la marque ni le type de produit, mais ce serait apparemment un espèce de, pas un ballon, mais quelque chose qui serait accroché au plafond, en fait, qui attirerait la magnésie dessus, en fait, qui permettrait du coup de filtrer pas mal l'air de la salle. Après, le meilleur moyen, ça c'est des études qui te disent, ça reste d'ouvrir une fenêtre ou ouvrir une porte, où tu vas vraiment, vraiment faire baisser le taux de particules fines dans l'air de la salle. Et c'est vraiment aujourd'hui, tu peux toujours pas faire mieux, hein. Donc dans tous les cas, d'avoir un air qui se renouvelle, il n'y a pas mieux dans une salle. Mais ce débat, de toute manière, sur les salles d'escalade et la magnésie en poudre ou liquide, j'ai l'impression qu'il a été super important à ce moment-là, ou au moment où on avait l'impression que c'était un racket organisé, et maintenant qu'on est habitué, c'est OK, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans les usages de tout à chacun, c'est OK pour d'avoir de la magnésie. Moi, je pense que c'est une question de génération de grimpeurs. C'est que, en fait, la génération qui grimpait il y a déjà quelques années, et la génération qui est encore d'avant, enfin, la génération qui est, c'est la génération des grimpeurs, des créateurs un peu de l'escalade, quoi, les années 80, 90 et tout, ça, c'est des gens, tu pourras jamais les convertir. Ça, c'est des gens, ils sont comme ça, ils ont appris l'escalade comme ça, et ça sera toujours comme ça pour eux. Mais aujourd'hui, on crée des grimpeurs, enfin, les grandes enseignes créent des nouveaux grimpeurs tous les jours, et du coup, ces gens-là n'ont jamais connu autre chose, donc ils se posent pas la question. Et en fait, le renouvellement des personnes qui grimpent fait que en fait ça rentrera en fait dans les mœurs et on se posera même plus la question. Dans quelques années, on parlera on dira c'est quoi la magnésie en poudre en fait. Donc, pas forcément ça restera en falaise, toujours en extérieur, ça reste du coup utilisable et c'est, il me semble, toléré dans les salles de diff. Mais à Paris, ouais, en tout cas, ouais, dans les salles de diff et même dans les salles en enrouleur, tu vois, où c'est moins haut, etc. Ouais, c'est autorisé. Oui, en même temps, ça a beaucoup plus de sens. Ouais. Et alors, c'est apparu quand l'utilisation de magnésie dans l'escalade? C'était un truc qui a été inhérent à l'escalade ou est-ce que c'est un truc qui est arrivé un peu après, tu sais? Alors, la magnésie dans l'air en général? Ouais, c'était une question que je me posais. Genre, c'est un truc, depuis quand on se met les mains dans le sac? Alors, honnêtement, je suis pas un expert de l'escalade. Comme je t'ai dit, je reste un jeune grimpeur. Ouais, mais peut-être que tu sais, tu vois. C'est que je grimpe. Et non, mais en tout cas, de tout ce que j'ai lu et regardé comme article vidéo, on a toujours utilisé de la magnésie, hein. Ouais, ok. Moi aussi, mais je me disais, il y avait un moment qu'il y a un mec qui s'est dit, vas-y, viens, on fait ça. Tu vois, donc c'est pour ça que je me posais cette question-là. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit truc, ce que je te disais, le racket organisé, que c'est pas mal pour les salles d'escalade, pour vendre des produits un petit peu à côté. C'est ce dont tu parlais un petit peu. Ça rajoute un produit dérivé vendable pour les patrons de salles d'escalade. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Je n'ai aucune idée sur. J'ai pas de théorie sur le fait que. En tout cas, j'en ai pas entendu de théorie sur le fait que, je sais pas, les patrons de salles d'escalade auraient fait pression ou j'en sais rien. Non, ouais. Ça paraît. Il n'y a pas de théorie du complot, mais. Non, en tout cas, j'espère pas. J'espère pas, mais en tout cas, je pense que le meilleur, disons, l'argument de la qualité de l'air et de désinfecter les mains, quand même, ça a réellement du sens, quoi. Il y a des études qui ont été faites dessus, donc ça, on peut pas le tangible, quoi. Ouais. Carrément, ça a du sens. Après, oui, c'est sûr, hein, ça c'est indéniable. Les gens est pas mal, même beaucoup grâce à ça. Quand tu vois les bouteilles que ces salles vendent, la plupart du temps, elles sont brandées, enfin elles sont à la marque de la salle en question. Est-ce que c'est les mêmes genres de choses? Est-ce que c'est juste, par exemple, ils achètent à un grossiste et ils mettent l'étiquette de la salle, ou est-ce qu'ils développent leurs recettes? Ou alors est-ce que, par exemple, ils font appel à des jeunes marques comme toi pour fournir la salle et juste changer l'étiquette? Comment ça fonctionne? Alors du coup, à ma connaissance, à part, je pense qu'on peut citer des marques. Ouais, on s'en fout. Pas de souci. À part Arcos,
qui détient Snap, qui fait de la magnésie liquide. Ouais. Je connais aucune salle qui a sa propre magnésie liquide. Chaque fois que tu vois une bouteille de magnésie liquide brandée, donc brandée à leur nom, c'est en fait ils se sont simplement arrangés pour avoir des étiquettes personnalisées auprès de fabricants de magnésie, de magnésie liquide. Ouais. Et je le fais aussi, ça. Y a pas de problème. Et donc celle-là, c'est par exemple un groupe de salles pourrait demander à avoir ta magnésie, et là, toi, tu fais l'étiquette. Carrément, je vois ça avec un graphiste et on propose des étiquettes et ensuite ils font leur choix. Tant que c'est réglementaire, parce que c'est réglementé comme produit, tant que les critères sont réunis, il n'y a pas de souci, on peut faire ce qu'on veut avec les étiquettes. Ouais. C'est quoi ta recette alors ? Puisque c'est le fond du sujet. Quelle est ta vision de Rocktop et quelle est la particularité de ta recette ? Alors moi, du coup, l'idée en créant ma recette, c'était de retrouver les sensations de la magnésie en poudre. C'était vraiment ça le fil rouge de ce projet. C'était en fait pouvoir la mettre et une fois qu'elle était sèche, avoir la même sensation qu'une magnésie en poudre. Parce que clairement, je l'assume, j'aimais pas moi la différence qu'il y avait. J'aimais pas ce côté collant, j'aimais pas ce côté pâteux un petit peu, qui pouvait te rester sur les mains après une séance, tu vois, que tu avais du mal à laver. Donc moi, c'est une recette qui est assez, qui est personnelle. Ouais, tu vas pas donner ta secret sauce, c'est comme Coca, ils donnent pas la recette du Coca. C'est personnel, mais par contre, du coup, moi, les caractéristiques que je peux donner sur ma magnésie, c'est une magnésie qui est assez fine, donc ça, c'est moi qui l'ai voulu. Je voulais une magnésie fine pour avoir des mélanges homogènes et pour vraiment en faire ce que je voulais. Et surtout, je voulais que sur les mains, elle ait un aspect doux et qu'en plus, une fois sèche, vraiment, on ait cette sensation de légèreté sur les mains et pas la sensation collante qu'on peut connaître par d'autres marques et d'autres marques plus anciennes surtout qui se faisaient comme ça. Et j'ai vu, parce que j'ai croisé quelqu'un avec une de tes bouteilles dans une salle. Et alors, dis-moi si je me trompe, mais la tienne, elle est plus brune, elle est quasiment, elle est pas blanc pétant. Non, quand elle sort de la bouteille, elle est quasiment blanc cassé, légèrement grise. Ouais, c'est ça, ouais. Alors ça, c'est simplement dû à la magnésie que j'utilise de base. C'est carrément ça. Par exemple, comment ça fonctionne ? Toi, tu as une usine quelque part où tu as donné la recette, c'est ça ? Comment ça fonctionne ? Alors du coup, pour l'instant, ça reste moi qui fais. J'ai un petit local avec tout ce qu'il faut, avec en gros de quoi faire. C'est ma mini-usine personnelle. Stylé. Et le but à très court terme, c'est de en fait travailler. Il existe, ça va être exactement les mêmes acteurs que dans le monde du cosmétique. En fait, ce qui est des usines qui sont habituées à travailler sur des produits visqueux, on appelle. Et du coup, le but, c'est de travailler avec ça. Pas forcément une usine, parce qu'eux, ils sont des MOQ, des minimums qui sont monstrueux, et plutôt avec des laboratoires. Des laboratoires, c'est des micro-usines, en fait, qui sont plus locales. Des laboratoires plus locaux, plutôt. Et que ça reste en France, surtout. Et le but, c'est plus de travailler avec eux. Et alors, dans ton local, qu'est-ce qu'il y a ? Projette-nous un peu dans ton local. Il y a plein d'ingrédients et un gros chaudron et tu fais la marmite. Comment ça se passe ? En fait, c'est une machine mélangeuse, simplement. C'est une machine mélangeuse où tu vas maîtriser. En fait, ton but, c'est d'avoir un produit qui soit tout le temps le même. Où tu n'as pas forcément de variations, tout ça. Et du coup, j'ai un mélange, c'est des machines mélangeuses, embouteilleuses, classiques, étiqueteuses. Donc, mélangeuse, c'est un espèce de... Parce que moi, j'avoue, je sais pas ce que c'est qu'une mélangeuse. Donc, c'est un chaudron avec quelque chose qui tourne au milieu automatiquement, un peu comme... Ça, ok. C'est ça, carrément. C'est carrément ça, fermé du coup, et maîtrisé du coup en hygrométrie, tout ce genre de choses, pour pouvoir avoir un produit stable et un produit qui soit toujours le même. Il n'y a pas de processus de cuisson ou... Non. Pas sur ça. Et du coup, après, embouteilleuse, étiqueteuse, carton et classique d'une mini-usine industrielle. C'est assez simple comme process, c'est un process connu. Après, pour la mise en carton et tout ça. C'est moi qui fais tout, après, je fais les cartons. Donc, on peut se dire que chacune des bouteilles de Rocktop est passée par tes mains. Ah ouais. Stylé. Sans exception. Et comment ça se passe ? Donc, tu arrives un matin, tu lances le truc et tu fais combien de bouteilles ? Mon fonctionnement sur ça, c'est je le fais. En fait, j'ai fixé moi-même du coup un stock à toujours avoir. Et je fais toujours en sorte d'avoir ce stock, disons, cette espèce de fond de roulement, si tu veux. Et ensuite, je m'adapte par rapport à ça en fonction de l'activité et en fonction de
de comment ça vend. Et je m'adapte forcément par rapport à ça. Mais non, j'ai pas de planning. Si tu veux, je suis pas là tous les matins à dire il faut que j'en fasse tant, il faut que j'en fasse tant. On dirait un boulanger, la manière dont tu m'en as parlé. Tu sais, c'est pour ça que je te posais la question. Non, après ça va, ça reste un produit qui se conserve bien. Ouais, c'est vrai. Et donc je peux très bien en produire beaucoup, disons. Et ensuite derrière partir, je sais pas, démarcher des salles pendant une semaine, c'est pas de problème. C'est pas du pain qui s'abîme, quoi, si tu veux. Et tu parlais du fait que tu prends beaucoup de retours de grimpeurs pour améliorer ta recette. Ouais. Donc j'imagine que tu sais à peu près quel ingrédient à rajouter pour quel retour de quelqu'un. Comment tu gères ça? Après, du coup, le but quand même, moi je prends les retours de tout le monde. Mmh. Après, il se dégage un retour, disons, général. Il se dégage ce retour-là. Et après, moi j'essaie de trouver le meilleur équilibre entre une magnésie qui va plaire, du coup, au plus grand nombre, qui va plaire aussi aux patrons de salle. Et du coup, en fait, tu peux pas plaire à tout le monde. En tous les cas, une fois que tu as un produit, il faut que tu assumes ton identité et tu assumes un petit peu tes caractéristiques. Donc aujourd'hui, le produit il est calé, je le touche plus, mais j'ai pris pendant un temps vraiment un paquet de retours et un paquet de claques aussi. Hein. Ah ouais? Les gars, ouais, carrément. Hein, de toute façon, au début, ça fait mal, mais après, tu dis que tu peux pas plaire à tout le monde dans tous les cas, tu vois. Mais aujourd'hui, du coup, c'est calé sur ça. Parce qu'il y a des recettes qui pourraient plaire, par exemple, plus à des professionnels ou plus à des gens qui ont des mains de ce type-là, plutôt que d'autres, c'est ça? Ouais, carrément. En fait, t'as des gens qui transpirent beaucoup plus que d'autres. Hein. Ouais. On est complètement... on n'est pas égaux sur ça. T'as des gens qui transpirent beaucoup plus que d'autres. Ces gens-là, ils vont plutôt tendance à utiliser de la magnésie qui est plus collante, donc qui va vraiment plus rester sur les mains. Moi, j'ai une magnésie qui est plutôt légère, donc ils vont pas forcément aimer. Ok. Et il n'y a pas de... Moi, j'assume. Comme je t'ai dit, je peux pas plaire à tout le monde. Je fais la magnésie qui me plaît quand même. Ouais, c'est le principal. Et qui plaît du coup quand même au plus grand nombre. Je suis pas non plus fermé à dire ah non, mais moi j'aime ça et c'est tout. Et alors, moi je trouvais intéressant ce que tu as dit à un moment. Tu as parlé d'autres sports pour la magnésie. Je sais pas, tu en vois de temps en temps dans les sports de force mettre de la magnésie. C'est la même? Est-ce que tu développes une recette plus pour l'escalade ou plus pour un autre sport? Quelle est la différence entre ces recettes? Comment ça se fonctionne avec même et c'est la même pour toutes les marques. C'est la même pour toutes les marques. Il y a aucune différence sur ça. Ouais. Eux, par contre, les particules fines, ils s'en foutent dans les sports de force. Ah ouais, eux, ils se posent pas la question. En fait, je pense que c'est un débat parce que c'est une question de développement, tu vois. Aujourd'hui, les salles d'escalade accueillent des milliers, voire des millions de personnes chaque année. Un sport de force, tu parles d'une salle on va dire, pas forcément de salle de fitness classique. Tu vas très rarement voir des gens avec de la magnésie chez Basic Fit ou chez Fitness. Mais par contre, dans les salles un petit peu plus spécifiques où ils font de l'haltéro, les salles de crossfit, tout ça, non, ils se posent pas du tout la question. Hein. Je suis pas encore venu à ça. J'ai vu sur ton site internet que tu faisais aussi de la magnésie en poudre, non? Si j'ai vu un paquet. Ouais. J'en propose. C'est pas un produit sur lequel je vais vraiment pousser. Moi, mon but, c'est de vendre de la magnésie liquide, mais bon, t'es obligé de proposer cette gamme-là. Tu auras toujours des grimpeurs d'extérieur et tu auras toujours des gens qui utilisent que de la poudre. J'ai vu aussi que tu sponsorisais des gens à gauche à droite. J'ai vu qu'il y avait des sportifs qui étaient sponsorisés par des marques de magnésie de manière générale. C'est une démarche comment ça fonctionne? C'est une démarche que tu as enclenchée Ouais, alors il y en a pas mal, c'est moi que j'ai contacté de moi-même. Il y en a d'autres qui m'ont contacté aussi. Donc forcément, moi j'essaie de faire au max. De toute façon, le but d'une marque, c'est de communiquer, c'est d'être vu, c'est d'être entendu, c'est d'être d'être vu partout, surtout sur les réseaux aujourd'hui. Et donc je sponsorise pas que des sportifs. Donc actuellement, par exemple, je sponsorise la chaîne Côté Bloc, là, c'est une chaîne de grimpeurs, une chaîne YouTube de grimpeurs. Donc là, c'est vraiment dans une optique de communication et de démocratisation de ce produit-là. Ça reste encore quelque chose d'assez confidentiel, c'est assez peu connu quoi, comme produit. Et eux, ils démocratisent vraiment le sport. J'ai adoré leur contenu, c'est moi qui les ai contactés par exemple Côté Bloc. J'avais adoré leur contenu parce qu'ils font un petit peu de la vulgarisation, ils vont faire des vidéos où ils vont t'expliquer un petit peu quelques techniques d'escalade et tout. Et j'avais trouvé ça très intéressant, le fait vraiment de parler à tout le monde. Et j'ai apprécié l'idée d'être associé en fait à cette vision-là. Parce que moi, le but de ma marque, c'est pas de viser une élite de grimpeurs forts. Le but, c'est d'être vu par tout le monde et que tout le monde l'utilise. Et ça marche
T'as l'impression est-ce que c'est un moyen où t'as eu des retours grâce à ces canaux-là? Ouais, vraiment, ouais, ça a de la vraie valeur. Ouais. Ok, Ça a cool. carrément de la valeur. Et donc tu parlais aussi du fait que tu faisais le tour des salles d'escalade. Donc c'est là que tu leur proposes d'avoir sur leur étagère un des produits de ta gamme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Simplement, du démarchage, c'est du commercial. Et alors, quel est le retour des salles de manière générale? C'est un truc qui fonctionne aussi? Retour sur le produit ou retour sur Les deux. Alors, retour sur le produit, j'ai pas eu de retour négatif sur le produit. On m'a déjà dit j'aime plus ci, j'aime plus ça, j'aime plus comme ci ou comme ça. Mais on m'a jamais dit non, on a testé c'est ton produit. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. Ouais, grave. Plutôt cool parce que ça représente un petit peu c'est un petit peu l'escalade. Ça représente un petit peu l'escalade et tout le monde. Donc ça fait plaisir, ça se développe. Ça développe aujourd'hui. Je revends dans pas mal de salles. Et j'espère plus demain et aussi à l'étranger. Ouais, bien sûr, on te le souhaite. Et alors, un des trucs qui, moi, a tendance un peu à me freiner sur la magnésie liquide, c'est l'alcool. Parce qu'en fait, c'est une grosse partie quand même de la recette, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est le cas. À quoi sert l'alcool dans le processus? Et est-ce que tu as des gens qui te font des retours comme ça leur pique quand ils ont des blessures? Enfin, tu vois, dès que je m'ouvre un truc... C'est normal, hein. Ouais. On pourra jamais rien y faire. On pourra jamais rien y faire. L'alcool, de toute façon, c'est utilisé, c'est le produit qui va liquéfier ton produit. Et en fait, l'alcool, ça s'évapore. Mhm. Donc, quand tu mets sur tes mains, c'est ça qui permet au produit de sécher. Et donc, il me semble qu'il y a Friction Lab. C'est une marque, je sais pas de quel pays, je crois que c'est américain, qui ont proposé une magnésie liquide sans alcool. Et je l'ai honnêtement jamais testé. Et je sais pas comment ils font. Je sais pas comment Parce que de l'eau, ça marcherait pas? Non, parce que ça s'évapore pas assez ça vite. peut pas s'évaporer assez vite. Et donc, c'est parce que l'alcool s'évapore en quelques secondes que, en fait, tu te retrouves avec de la magnésie sur les mains à l'état solide. C'est ça. Et donc, forcément, quand tu as une ouverture, une blessure, tu cries. C'est comme du gel hydroalcoolique. Ouais, ok. Mais C'est pareil. Et ça désinfecte au passage. ça a ses avantages et ses inconvénients, on va dire. Toujours, et ça peut sécher les mains, selon les gens. Ça peut sécher la peau. Ouais, alors ça, c'était un autre des trucs que j'allais te poser. C'est donc, ouais, souvent l'alcool, il paraît que ça sèche la peau. Toi, tu conseilles de mettre une crème après ou quelque chose comme ça? Ah, mais de toute façon, que tu utilises poudre ou liquide, à la fin d'une séance d'escalade, t'as les mains sèches. Dans tous Ouais. les cas, parce que la magnésie, comme je te dis, poudre ou liquide, ça va te sécher la peau. Et en tout cas, moi, personnellement, je mets de la crème tout le temps. Autant réparatrice pour les doigts que simplement de la crème hydratante pour avoir des mains pas trop sèches. Et donc, du coup, ouais, carrément, en plus, il y a des produits, et français sur ça, qui sont sur du coup le skincare, donc faire attention à sa peau. Et donc du coup carrément je conseille d'en utiliser. J'ai vu des articles quand je faisais mes recherches sur le broadcast qui disaient qu'en fait ta peau elle repousse pas tant que tu as de la magnésie. Et donc la première chose à faire c'est te nettoyer les mains. Toujours après une séance. Après je sais pas comment c'est pour toi ou comment c'est pour les autres, mais honnêtement moi je peux pas partir et toucher je sais pas mon téléphone ou un sac ou des vêtements avec les mains pleines de magnésie. Je trouve ça tellement désagréable. Ouais, mais tu vois, moi, ça peut m'arriver de genre, par exemple, je fais ma séance et mon pote, il arrive après. En fait, je reste 1 heure avec les mains pleines de magnésie. Bah, en fait, c'est un moment où tes mains sèchent de ouf et sont... tu vois, genre, tu te grimpes plus. C'est vraiment la surface où tu as de la magnésie. Parce que, par exemple, quand t'as la peau... quand ta peau est vraiment abîmée, ça suinte, quoi, ça transpire. Et en fait, à ce moment-là, si c'est pas blanc, l'endroit est pas concerné. C'est Ok. l'endroit où tu as de la magnésie. Donc, c'est dans les interstices principalement et tout. Il faudrait toujours bien se les laver. Alors là, après, ça va être les bons conseils. Mais avant ça, j'avais une dernière question. J'ai vu que tu mettais quand même pas mal l'accent sur le Made in France dans ton process. Pourquoi ça te tient à cœur? Simplement, oui, complètement. Parce qu'en fait, c'est simplement assez facile pour quelqu'un de se dire... de s'improviser vendeur de magnésie en achetant, on sait où, de la magnésie qui est toute faite et de mettre une étiquette. Et moi, du coup, je voulais vraiment me démarquer sur ça. Pour moi, c'est très important. En plus, on est dans un écosystème d'escalade où on est très axé sur ça. Hein. Quand tu vas dans une salle d'escalade, c'est vraiment de partout où on voit des produits locaux. Tous les restaurants qui sont dans les salles d'escalade, en général, ils vont te vendre des produits locaux. Donc moi, je trouvais que ça avait du sens de continuer là-dedans. Et puis même commercialement, ça a une vraie valeur. Ça a une vraie valeur carrément de vendre du Made in France. Puis même juste simplement éthiquement. Moi, j'utilise des bouteilles, des bouchons, des étiquettes
de l'alcool qui vient de France et que j'achète du coup entièrement en France, qui est du coup mélangé en France, embouteillé en France et ensuite envoyé de France et pour l'instant que pour la France et un peu en Belgique pour des salles. Donc je pense que ça a du sens de faire du circuit court, ça reste relatif, la France. Ouais. Mais De pas aller chercher aller la chercher n'importe où et du coup surtout d'avoir zéro expertise sur ça. Parce que moi demain, si quelqu'un me dit je comprends pas, enfin si vraiment du jour au lendemain je me trouve à avoir des retours qui me disent tous la même chose, vraiment tous la même chose mais de négatif, eh bien c'est assez facile pour moi de savoir d'où ça vient. Alors que le gars qui s'est improvisé vendeur de magnésie liquide, qui l'achète, juste qu'il met une étiquette et qu'il la vend, ça m'étonnerait qu'il aille voir son fournisseur je sais pas où pour dire il y a ça. Donc moi je saurais m'adapter, je reste plus flexible et c'est aussi ça actuellement la flexibilité, la réactivité, vu que je suis encore petit, ça a une vraie valeur auprès des salles, auprès de mes clients. le matériau de base, donc la magnésie minérale, il y en a en France ? Non. Non ? Ok. Moi je l'achète, je suis transparent sur ça, je l'achète en Allemagne. Ça. Donc ça reste, le but c'était, je savais qu'il n'y a pas en France, c'était que de faire quand même peu loin. Bah ouais, du plus proche. Bah s'il y en a pas, il y en a pas, tu vas pas l'inventer non plus. Hein. C'est quoi un peu les prochaines étapes de développement de la marque ? C'est quoi ta vision sur les prochains mois, années ? C'est quoi tes gros objectifs ? Alors mes objectifs du coup, c'est d'avoir en gros un système de recharge des bouteilles. Parce que en fait dès le début, donc du coup j'ai voulu faire des bouteilles qui étaient différentes de ce qui existait. Donc au niveau du design c'est à peu près la même chose. Mais par contre moi c'était au niveau de la matière, tu vois. La plupart des marques ils utilisent du PET, du PEHD. Bon là, c'est quoi ? C'est des types de plastique ? Types de plastique. T'en parles comme si c'était normal, tout le monde connaît. Du PET, ça va être un plastique, pour vulgariser, hein, c'est un plastique qui a beaucoup de rebond. Quand tu appuies dessus, il va revenir assez fort, mais qui est assez cassant. Le PEHD, c'est assez solide, mais c'est peu flexible. Et moi, du coup, j'utilise... Tu vas taper au fond du la bouteille. C'est exactement ça. Et du coup, moi, j'utilise du PEBD, donc polyéthylène basse densité, qui fait que du coup, la bouteille est très flexible. Et tu peux vraiment utiliser la totalité de ta bouteille, tu vois. T'as pas le collé au fond, là, horrible, où tu dois taper comme un fou dans ton bouchon qui est complètement bouché pour sortir ta magnésie. Donc du coup, tu termines sans le bouchon, d'ailleurs, à enlever le petit truc, là. Ça, c'est la même problématique pour toutes les marques. J'imagine. Et du coup, voilà, moi, j'ai axé sur ça. En plus, c'est un plastique qui est foncièrement de meilleure qualité, qui va tenir plus longtemps, qui pourra pas prendre de plis. Tu peux plier vraiment dans tous les sens et tu n'auras pas un mauvais pli sur la bouteille. Et du coup, le but, à long terme, c'était de me dire j'ai des bouteilles de qualité, autant les réutiliser, autant les recharger. Et du coup, j'ai essayé pas mal de trucs. J'ai pris pas mal de buts sur ça, pas mal de portes. Au début, il y avait des consignes sur des bouteilles avec certaines salles et tout. Bon, j'ai encore quelques salles avec qui je fais ça. Mais au final, niveau logistique, c'était vraiment pas optimal, tu vois. Mais il y avait l'idée déjà. Il y avait l'idée, donc c'était cool. Ensuite, j'ai voulu faire des bidons de 5 litres avec des pompes. Simplement, tu vois, un gros bidon. Et ensuite, tu vas venir remplir ta bouteille. En tout cas, c'est le staff de la salle qui est censé le faire. Et ça n'a pas marché pour une raison qui est, en fait, est évidente quand on y repense. Mais avant ça, j'y avais pas pensé. C'était que, en fait, les staffs des salles ont pas envie de se prendre la tête avec ça, quoi. Et le but, c'est de ramener ça sur le client, quoi. Que le client le fasse seul. 5 litres, ça fait un peu gros. Mais bientôt, du coup, je vais ramener un entre-deux qui fera que les clients achèteront une bouteille, plus de quoi la recharger. Okay. Et ce qui fait que, du coup, tu pourras utiliser la bouteille plein de fois. Et du coup, même problématique sur l'étiquette. J'utilise des étiquettes qui sont vraiment solides. Tu pourras pas la déchirer comme tu le fais des étiquettes en papier, tu vois. Et du coup, dans cette même optique de qualité, de pouvoir garder ta bouteille longtemps et propre. Et même sur les bouchons. Donc moi, j'utilise pas des bouchons, ce qu'on appelle flip-top, c'est la petite capsule. J'utilise un bouchon qui se dévisse avec un insert en fait à l'intérieur de la bouteille où tu as un trou assez gros. Donc en fait, il y a un petit inconvénient, c'est que tu dois dévisser et revisser. Donc c'est pas énorme, hein, franchement, c'est pas grand-chose. Mais au moins, avec ça, t'as vraiment jamais ce souci de bouchon bouché, quoi. Et il y a une petite bille aussi dans la tienne ? Non, il n'y a pas de petite bille dans la mienne. À quoi elle sert dans la bille qu'on a dans plein de petites bouteilles ?
Alors ça sert du coup, c'est simplement une bille mélangeuse. Hein. Ok. Et, une bille, le but c'est d'homogénéiser le produit. Mhm. Donc du coup, je vois de qui tu parles quand Je sais pas. j'en parle. Et parce que eux, ils ont un produit qui fait que la caractéristique de leur produit, c'est que la magnésie est vraiment pâteuse. Elle est épaisse en fait. Et du coup, en fait, pour pallier ce problème de séchage et de séparation des phases, en fait, t'as l'alcool qui va sortir un petit peu de la magnésie. Ils mettent ça pour pallier à ça. Moi, j'utilise ma magnésie, elle est plus liquide que ceux de qui tu parles, qui sont, on va le dire, on s'en fiche, de toute façon, les marques, c'est Mailleor. Moi, je connais pas les marques. En fait, je Ouais. connais les salles, je crois, pour te dire, mais je sais. En gros, le grossiste de ces salles-là, C'est c'est. Mailleor. Ok. Mailleor, je sais pas comment on le dit. C'est français, c'est quoi ça? Ouais, c'est français. Ok. Ouais, c'est français. C'est une autre marque française qui, eux, sont quand même bien implantés sur ça. Et en fait, eux, ils sous-traitent aussi pour d'autres marques. Donc, c'est pour ça qu'ils sont pas mal répandus et que tu l'as comme référence. Mais du coup, voilà, sur leur produit qui est assez pâteux, assez épais, c'est agréable aussi. Hein. Mais après, chacun ses caractéristiques, Ouais, chacun complètement. son axe. Ils ont cette problématique et ils mettent, du coup, la bille mélangeuse. En tout cas, je pense que c'est pour ça. Hein, je suis pas dans leur petit papier. Non, non, mais c'est à ça que ça sert de paraît manière évident, générale. ça Ok. paraît évident, ouais, ouais. Voilà. Et donc, du coup, moi, je l'ai pas vu que j'ai un produit qui est plus liquide. Et normalement, si tu la laisses pas 3 semaines dans ta voiture en plein soleil et qu'ensuite tu la mets au frigo, tu vas pas te retrouver avec une bouteille qui se bouge. Et donc, l'idée, c'est de faire de la réutilisation. Donc, en gros, par exemple, moi, j'ai mon gros pot Rocktop chez moi et j'ai ma petite bouteille que j'emmène toutes les salles. Pourquoi est-ce que tu fais pas, je sais pas, je dis ça comme ça, mais un tout petit truc parce que j'ai pas besoin de la grosse bouteille au fond en permanence, tu vois? C'est-à-dire, pour grimper? Ouais. Pour en fait, dans ma session, si j'ai ma bouteille de ma jarre chez moi, Ouais. tu vois, dans mon sac, j'ai pas besoin d'avoir une. Tu Pas vois? besoin. Après, moi, je suis sur un format intermédiaire. C'est du 200 ml. Donc, c'est pas une taille c'est pas gros. C'est facile à transporter. C'est léger. Tu peux la mettre dans ton sac. Tu l'emmènes partout et t'accompagnes dans tous tes sports. Si t'en fais plusieurs qui utilisent. Donc, gros objectif des prochains mois, années, donc c'est développer ce côté réutilisable. T'en as d'autres Et après, simplement développer niveau commercial. Ok, ouais. Développer niveau commercial, aller à l'étranger. Il faut savoir que la France, on est encore le seul pays où c'est réellement démocratisé la magnésie liquide. Et il y a d'autres marchés, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, c'est peu développé pour les salles encore. Mais la Suisse aussi, la Belgique, c'est des pays où la magnésie liquide n'est pas encore présente partout. Et alors, dans les salles à l'étranger, t'as l'impression que c'est parce que c'est pas encore la mode et que c'est pas de retour, ou c'est parce qu'il y a un frein plus fort qu'en France? Non, je pense que c'est simplement une question d'éducation. C'est une question de... Pas d'éducation, mais de... Ils se sont juste pas posé la question encore. Mais je pense que du coup, c'est un avantage pour nous, les vendeurs de magnésie liquide, parce qu'on on peut réellement leur apporter la valeur ajoutée. En France, tu vas avoir une salle qui vend de la magnésie liquide, il faut que tu lui vendes les attributs de ta magnésie liquide. Mhm. Si ça lui plaît, il va en vendre, si ça lui plaît pas, il en vendra pas. Mais dans les salles où ils vendent pas de magnésie liquide, tu vas plutôt vendre les attributs du produit magnésie liquide en général. Donc la qualité de l'air, et tout ce qu'on a cité avant. Et du coup, c'est un petit peu plus facile, du coup de mettre en avant ton produit sur ça, vu qu'ils en vendent pas. Il y a plein de théories sur comment il faut en mettre, pas en mettre, etc. Donc, donne-nous tes recommandations. Est-ce que, déjà, à partir de quand, parce que une des erreurs classiques, c'est t'es pas assez fort pour en mettre et t'en mets beaucoup, et en fait t'en mets beaucoup trop, t'en laisses partout. Donc, déjà, première question, à partir de quand, quel niveau, selon toi, ça commence à être intéressant d'avoir de la magnésie et d'en mettre? J'ai pas envie d'en citer parce que c'est un petit peu discriminatoire de dire t'es pas assez bon pour mettre de la magnésie. Non, mais tu peux dire pas débutant, en fait, intermédiaire, ça commence à être intéressant comme atout pour ta grimpe, etc. Tu vois. Après, en fait, tout dépend du type de bloc que tu vas faire. Tu fais un bloc avec que des bacs, ça aura beaucoup moins de sens que tu fais un bloc avec que des plats, par exemple. Parce que tu peux faire un bloc très facile avec des plats dans une dalle, et tu peux faire un bloc très facile avec des bacs dans un dévers, tu vois. Donc en fait, je pense pas que ce soit une question de niveau, c'est plutôt une question de profil, de type de bloc. Tout le monde peut en mettre. Tout le monde peut en mettre, ça a plus ou moins de sens. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que le grimpeur un peu moins fort, le grimpeur débutant, il va voir le grimpeur fort en mettre et il va vouloir mettre de la magnésie. Donc tu auras beau éduquer tout le monde en mettra quand même. Hein. Et puis de toute façon,
je pense qu'il y a pas mal de gens encore aujourd'hui, malheureusement, qui mettent de la magnésie liquide, mais ils savent même pas pourquoi. En fait, de la magnésie tout court, quoi. Ils commencent l'escalade, ils arrivent dans une salle, ils voient tout le monde avec de la magnésie, ils disent c'est quoi ça, et ils en achètent et ils en mettent, tu vois. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des prises encrassées, mais de façon monstrueuse, quoi. Le truc, c'est un bac à magnésie, en fait, la prise. Et ça, c'est dû à l'utilisation. Donc déjà, le premier conseil, c'est de pas en mettre une tonne. Donc attends, quand regardons notre main, t'en mets quoi? T'en mets un peu sur le bout des doigts? Comment t'en mets quand tu dis pas une tonne? Essaie Une petite noisette, un petit peu comme si tu mettais de la crème hydratante, par exemple. Ok. Comme si tu mettais de la crème sur ta main, t'as juste besoin d'une petite noisette. Après, ça s'étale très facilement. Tu l'étales sur toute la main? Alors, du coup, ça va dépendre encore des blocs. C'est sûr, tu fais un bloc avec que des arquets micro qui vont te casser les doigts. T'auras pas forcément besoin de magnésie sur la paume. Mais si tu fais des plats, des compresses, du volume, des choses comme ça, ouais, ça a du sens d'en mettre sur toute la main. Ouais. Et combien de temps tu le laisses sécher ou pas? Tu vois, est-ce que tu le laisses sécher ou est-ce que moi j'ai tendance à souffler par exemple. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est déjà, tu soulèves un bon point. Laisser sécher, c'est primordial. Et c'est le point qui fait qu'on a des prises pourries. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre de la magnésie, ils laissent pas sécher, et ils vont sur les prises, et du coup, toute la magnésie, elle est partie de leurs mains sur la première prise. Et du coup, tu te retrouves avec une prise à force, ajouter à la transpiration et à la gomme des chaussons, ça te fait un mélange de fou. Tu peux pas faire plus glissant, quoi. Et non, du coup, là, c'est hyper important de la laisser sécher. Et je sais qu'on est pressé de grimper, c'est trop cool de grimper, j'adore ça, je suis un vrai passionné. Mais il faut laisser sécher. Par exemple, avec de la rock top, tu n'auras pas besoin d'attendre plus de 15 secondes. Si tu souffles, ça donne le même résultat, juste ça va plus vite. Ok, donc j'ai le droit de souffler. Ouais, Et alors, par exemple, une autre technique que j'utilise, c'est genre, tu sais, quand tu balances tes mains de haut en bas, ça le fait sécher plus vite, mais donc ça ne casse pas l'effet. Ok, ça change rien. L'effet final. Ok. C'est que tu aies de la magnésie sur les mains et que tu puisses grimper avec le meilleur grip. Et toi, par exemple, t'en remets entre tous les blocs ou alors comment est-ce que tu fais? C'est quand tu vois que t'as des endroits où tu commences à plus en avoir que tu mets, que t'en remets? Ouais, ça va aussi dépendre, comme je disais tout à l'heure, du profil de ton bloc. Pas mal. Vraiment, si tu grimpes sur des plats, par exemple, tu grimpes des plats avec quasi pas de magnésie, si en plus tu les as pas brossés, il n'y a aucun grip. Donc ouais, sur ce genre de bloc, moi j'en remets entre chaque. Et par contre après sur des arquets ou des choses comme ça, parce que en fait, même si tu fais très gaffe, t'en auras forcément sur la main, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que dans tous les cas, je me pose pas la question, je le mets sur toute la main, et que ce soit arqué ou plat ou n'importe. Et après, par exemple, sur un bloc à arquer, bah, t'as juste à te refrotter les mains, et puis tu en auras sur le bout des doigts, tu vois. Mais tout dépend après aussi de la peau des gens. Des gens qui transpirent beaucoup, et ils vont en mettre entre chaque bloc, et qui pourraient même en mettre 2 fois par bloc, les pauvres. Mais il y en a qui transpirent pas du tout et qui peuvent même, je connais des gens qui grimpent sans magnésie. Tu vois. Et est-ce que c'est bien de taper les excédents? Ça, tu vois, par exemple, moi, ça m'arrive souvent, je sais pas si j'en mets peut-être trop ou pas, tu vois, donc je laisse sécher et en fait, j'ai quasiment une micro-pellicule sur toute la main et donc je tape sur mes mains ou sur mon pantalon pour avoir juste une pellicule plus fine. Est-ce que c'est déconseillé? Est-ce que c'est dire que j'en ai trop mis? Comment ça... Ça veut dire que t'en as trop mis, clairement. Okay. Ça veut dire que t'en as trop mis. Et en fait, du coup, si tu tapes dans les mains, ça revient à de la magnésie en poudre à la fin. Hein. Franchement. Et hop, tu remets des particules fines. C'est ça. C'est ça, du coup, l'éducation sur l'utilisation est pour moi hyper importante. Vraiment. Donc, si on rappelle les étapes, simplement, t'en mets une petite noisette, tu l'étales vraiment sur tes mains, t'attends vraiment que ce soit bien sec, que t'aies la main blanche, quoi. Mm-hmm. Faut que t'aies de la magnésie, faut qu'elle soit blanche sur tes mains. Et ensuite, c'est ok. Mais taper, oui, c'est sûr que si t'en mets trop, d'avoir une pellicule, c'est pas grave quand tu grimpes. Mais du coup, c'est vraiment, pour répondre à ta question, c'était oui que t'en as mis trop. Ok, donc en gros, dès que tu vois ça, tu sais que la fois d'après, il faut en mettre moins par rapport à ce que t'as mis. Alors tu peux en donner à tes potes. Ouais, ou alors ça termine sur ton pantalon si tu grimpes tout seul. Alors, donc là, on parlait beaucoup de blocs. Si on parle un peu de voie, tu as plein de tutos sur internet qui te posent la question, est-ce que c'est mieux skid ou en poudre? Comment ça tient? C'est quoi ta vision là-dessus? Il y a des gens qui disent que c'est mieux de prendre de la liquide parce qu'en fait ça te tient toute la voie et t'as pas besoin d'en remettre. Il y en a qui disent que c'est par contre tu peux pas en remettre encordé donc c'est mort. Alors du coup sur de la voie, je pense que ça c'est
c'est intouchable. Hein. Il y aura toujours de la magnésie en poudre, pour les voies. Après, il y a des marques qui travaillent sur des bonnes solutions quand même, sur des sacs assez hermétiques, sur des fermetures intelligentes. Donc je pense qu'il y a plus dans la voie à pousser sur ça, si on veut améliorer la qualité de l'air, plutôt que de se poser la question d'avoir une magnésie qui va te tenir 30 moves, tu vois. C'est impossible. Tout est possible, mais du coup, ta main, c'est comme si t'avais de l'alcool sur les mains, quoi. Parce que pour pouvoir tenir plus longtemps, plus de moves, il faudrait que tu changes la recette pour l'orienter vers quelque chose qui soit plus visqueux. Plus collant. Ok. Plus collant. Plus collant à la paroi ou collant à ta main? Collant à ta main. Ok. Et qu'est-ce que tu perds quand tu fais ça? C'est juste une question de sensation. Il y a certaines marques qui ont cette caractéristique-là, mais principalement, c'est connu, c'est que ces marques-là, ils mettent de la colophane, donc de la résine de pin, dans la recette, mais c'est pas du tout aimé par les patrons de salle parce que tu détruis les prises, quoi. Les détruis parce qu'en fait, la résine de pin, c'est collant, donc ça a cette caractéristique-là, c'est pour ça qu'on la met, mais du coup, ça vient se mettre dans les pores des prises, tu sais, dans les micro-pores des prises, et ce qui fait que t'as beau faire du Karcher ce que tu veux, ou alors faut te faire un Karcher au chaud de monstrueux, ça tue les prises, t'as plus aucun grip dessus. Ouais, Tu peux en parler à n'importe quel patron de salle et te dira, mais une magnésie avec de la colo dedans, c'est mort, mec. C'est un des premiers trucs qu'ils regardent quand tu leur amènes leurs produits. On me demande souvent, ouais. Ok. Franchement, on me demande souvent. Et tu vois, on voit, il y a aussi des mecs qui disent, en fait, faut mettre une base de liquide et après, le long de la voie, je remets de la en poudre. T'as déjà entendu ce genre de truc? C'est un truc un combo qui se fait? J'ai déjà entendu, mais j'ai pas énormément de détails sur ça ni d'expérience. Mais je pense que sur une petite réflexion, c'est assez simple de se dire qu'ils mettent de la magnésie liquide collante et qui va du coup leur faire une base, comme tu dis. Et du coup, derrière, la magnésie en poudre qu'ils vont remettre sur leurs mains, elle aura un petit peu un tout petit grip un peu meilleur qu'une magnésie classique parce que du coup, ils auront cet aspect collant. Parce que la magnésie pleine de colo, tu peux te laver les mains 2 fois, tu auras encore les doigts qui collent entre eux, quoi. J'aimerais bien essayer pour voir. Il faudrait que tu essaies. T'as plusieurs marques qui font ça. Et en termes de grip, ça donne un meilleur grip d'avoir de la colo dans le... Pas vraiment? Moi, je trouve pas. Après, Ouais, ça dépend de chacun. Après, j'ai la chance d'avoir une peau assez sèche, donc j'ai pas trop ce souci-là. J'ai vu ça aussi beaucoup dans l'escalade de compétition, où ils font des mix des deux, etc. C'est un truc toi qui t'intéresse d'aller dans ce côté pour les pros, etc., de leur proposer des solutions. Ouais, regarde, prends ma base et prends le magnésie de quelqu'un d'autre. C'est un truc que tu trouves intéressant? Honnêtement, j'y ai jamais réfléchi à ça. Et je pense qu'il faut quand même assumer une stratégie, assumer en fait tes caractéristiques et dire voilà, ben, moi j'ai confiance en mon produit, il a telle caractéristique, ça reste personnel à chacun. Les gens vont aimer, comme je t'ai dit, plus telle caractéristique dans chaque magnésie. Honnêtement, si je me mettais à communiquer, à dire ma magnésie elle est comme ça, mais si vous voulez qu'elle soit comme ça, vous devriez faire ça. Ouais, je pense que commercialement, c'est pas top okay, au niveau de la communication. En extérieur, particulièrement en bloc, par exemple à Fontainebleau, est-ce que tu vois, il y a pas mal de mecs qui disent que ça en laisse partout, des trucs comme ça. C'est quoi ton avis là-dessus? Toujours pareil, il n'y a pas de règle. Je pense, il n'y a pas de règle, ça va dépendre de ce que tu utilises. Je peux le dire, si vous utilisez de la Rocktop, vous pourrissez pas les prises. Et comme je l'ai dit, le but c'était d'avoir un rendu de magnésie en poudre classique. Donc non, vous pourrissez pas les prises. Et après, ça reste personnel, à chacun son ressenti. Mais en bloc extérieur, ça a exactement la même pertinence d'utiliser de la magnésie liquide qu'en bloc intérieur. Un truc qui est très lié à la magnésie, c'est le brossage, dont on parle finalement assez peu, tu vois. J'ai vu que tu en avais des brosses aussi sur ton site. Parle-nous du lien qu'il y a entre brossage et magnésie. Il y a des trucs qui fait les mecs... Hyper important. Honnêtement, pour tout grimpeur qui grimpe assez régulièrement, et surtout sur des plats, des volumes, des grosses prises, il sait que quand tu brosses certaines prises, certaines marques, et c'est plus la même prise que tu as dans la main, vraiment ça change tout. Et en fait, simplement, c'est même idée que tout à l'heure, quand je t'ai expliqué pour la colo,
En fait, la magnésie, elle vient se mettre dans les impuretés des prises. Et en fait, quand tu viens brosser, t'enlèves le surplus qui est dessus. Et du coup, tu te retrouves avec le grip parfait parce que t'as un peu de magnésie qui est dans les impuretés des prises, mais t'en as pas sur la surface du dessus, qui fait que t'en as trop. Ça, c'est le grip parfait, ça? Ouais, mais de toute façon... c'est mon avis, mais les grimpeurs le savent. De toute façon, imagine, t'as déjà vu des gars ouvrir des blocs. Si tu vas grimper de suite, la prise, elle sort du Karcher, elle a aucun grip. Elle a aucun grip. Et t'as déjà vu des gars prendre de la magnésie en poudre et remettre sur une prise qui sort du Karcher, qui a quand même séché, et du coup rebrosser derrière. Ça, c'est juste, on dit on va peauffer les prises, et après tu brosses, t'as un grip qui est monstrueux comparé à une prise qui est neuve. T'as le brossage, mais t'as aussi, pour moi, t'as aussi une sorte de mindset où ça te met, en fait, t'as une sorte de rituel aussi, tu vois, et c'est un truc qui est aussi un peu important. C'est un peu comme un tennisman qui taperait la balle avant son service. Ouais. Tu vois, t'as un peu une sorte de routine. Toi, t'as cette routine-là aussi de ok, je mets ma magnésie, après je vais brosser ma prise, etc. Je pense que je suis pas assez fort pour penser à ça. Je fais pas de compète, mais je suis sûr que les grands champions d'escalade ont ce genre de routine. Hein. Ce genre de routine, c'est sûr, je pense. C'est sûr et certain. Mais après, quand tu grimpes, je sais pas. Je pense pas que ce soit une question de routine, c'est une question de se dire je veux le meilleur grip et je veux sortir le bloc, je vais brosser toutes les prises, tu vois. Moi, je trouve que ça me met dans un petit état, tu vois, genre par exemple, j'arrive pas à un bloc, je l'essaye 2-3 fois, je me dis, vas-y, c'est bon, cette fois-ci, je me mets bien la magnésie, je brosse et tout, ça te met un peu dans un state, dans un moment. Ouais, mais après, je pense que c'est un peu le confort mental de se dire, là, il y a toutes les conditions qui sont réunies, vraiment, là, je suis au top pour le faire, le bloc. Il faut que j'y aille, je mets toute l'énergie, je me repose 5-10 minutes, je brosse les prises. Ouais, carrément. Ça change tout, honnêtement. Tout dépend du type de bloc. Ça peut vraiment faire la grosse différence. Et toi, donc, toi, à la base, t'es de Cannes, parce que tu fais le tour des salles pour ton métier. Qu'est-ce que tu remarques, tu vois, comme vibe récemment, tu vois? Dans l'escalade ? Ouais, je sais pas, dans l'escalade de salles, qu'est-ce que tu peux voir à gauche, à droite? Qu'est-ce que tu vois? Parce que peu de personnes font le tour des salles. Tu vois, souvent on va 2-3 salles. Sur les salles en général, je pense avoir un bon retour parce que j'en ai fait un paquet. Mm-hmm. Et on a tendance à aller vers une grosse normalisation des salles avec les franchises qu'on a. Donc les grosses franchises, les Arcos, les Vertical Art, les Blockout, Block Session. Par exemple, Arcos, ils ont leur académie d'ouvreurs. Donc tu vas y retrouver une touche quoi, dans tous les Arcos dans lesquels tu vas. Et du coup après tu as les salles indep. Donc les indépendantes, elles ont vraiment plus d'identité. Pas d'identité, mais elles sont un peu plus... C'est un petit peu plus personnel. Après ça restera propre à l'ouvreur et aux ouvreurs qui ouvrent dans les salles. Mais c'est sûr que la tendance, je pense qu'elle est surtout donnée par ces grandes franchises. C'est déjà la couleur de la prise qui donne la difficulté du bloc. Mm-hmm. Et c'est surtout des pans qui sont très épurés, quoi. Tu as assez peu de blocs par pan. Alors que tu vas dans certaines salles un peu à l'ancienne, tu y vas et t'as 15 blocs qui vont se croiser dans tous les sens. Tu peux pas grimper à deux en même temps. Alors que je pense que leur vision, c'est que ce soit lisible pour tout le monde, pour le débutant. Et qu'en fait, tu rentres, tu te poses même pas les questions. Tu vois des prises vertes. Tu fais ton bloc vert, et vu que c'est fait de façon à être épuré, et que ton bloc vert va pas gêner ton bloc bleu, ou ton bloc noir, ou ton violet, peu importe, du coup, c'est une simplicité. Vu que c'est des salles qui sont commerciales, très commerciales, même si dans les bons niveaux, t'as quand même des sacrés blocs, et puis de toute façon, on le voit, il y a des gens de très haut niveau qui grimpent dans les Arcos. Ils sont sponsorisés par ces marques. Ouais, carrément. Il y a même des teams, des team blockout et tout. Mm-hmm. Et du coup, ils essayent d'aller dans ce sens-là. Donc la simplicité épurée, mais quand même d'avoir les deux derniers niveaux, donc en l'occurrence noir et violet, qui soient quand même de la pure grimpe pour des gens forts. Parce que il y a peu de grimpeurs qui vont dans les salles et qui cassent tout. Enfin, si, il y en a quand même. Et quand tu vas à Arcos à Cannes ou quand tu vas à Arcos à Paris, c'est la même chose? C'est-à-dire? C'est la même ambiance, ils arrivent à réussir à faire en sorte que ce soit la même vibe dans les salles qui sont... Enfin, tu vois, ouais. C'est la force de la franchise, quand même. Hein. Tout est normé. En fait, ils y imposent une identité à leur salle. Ils y imposent une identité et
c'est un peu pareil. Ce serait pas cool pour eux de dire que c'est toutes les salles les mêmes quand même. Chacune a un petit peu sa touche, surtout sur la déco, les couleurs des pans, un petit peu sur le parc de prises qu'ils vont avoir et tout. Mais ouais, tu y retrouves vraiment les codes en fait. Les codes d'Arcos, ces blocs très épurés, très modernes, très... Après je dis Arcos, mais il y a d'autres. Ouais, bien sûr, ouais. Mais, très moderne, avec beaucoup de styles compètes, quoi, avec du dynamique, des dalles, des appuis sur des volumes, beaucoup de pieds sur des volumes. Je trouve, hein, c'est mon avis, moins en moins de grimpes vraiment à l'ancienne où tu vas et tu pètes une arquée, tu mets un talon et c'est dur, vraiment, t'as mal aux doigts et tout. Mais je pense que c'est vers là que l'escalade va et on entend beaucoup de gens dire on n'aime pas l'évolution de l'escalade. Et je pense que c'est la même chose qu'avec la magnésie liquide au début. Il faut l'appréhender et puis il faut laisser faire. De toute façon, c'est l'évolution normale de l'escalade. Et puis dans quelques années, on se posera même pas la question. On se posera même plus ces questions-là. Bah, c'est le côté puriste de toute manière d'un sport qui se démocratise. T'as forcément des puristes qui ont été là avant la démocratisation et qui ne veulent pas cette évolution. Après, je peux l'entendre, tu vois, mais c'est un point de vue, quoi. C'est ça reste un point de vue et ce sont les puristes, comme je disais, tu pourras pas les changer. Hein. Non, ouais, Tu pourras rien y faire. Et alors, en termes de magnésie, toutes ces salles-là, là maintenant, on est quasiment tout en magnésie liquide. Ouais, il y a quelques indépendantes qui laissent encore la magnésie en poudre. Ouais. C'est parce qu'à la tête de la salle, il y a un vieux de la vieille que tu feras pas changer la vie. Pour qui tu pourras rien faire, ouais, c'est clair. Ouais, il y en a encore quelques-unes, hein. Il y en a encore quelques-unes, même juste tu passes une frontière, tu vas en Suisse quand même, ils sont pas mal avancés sur ça. Mais encore, tu vas en Allemagne, en Angleterre et tout. Au Corse, j'en ai vu une salle où tu peux utiliser de la magnésie en poudre. Quand tu arrives un peu dans le sud, c'est plus les mêmes règles là-bas. Et ce qui est marrant, c'est que c'est aussi d'autres types d'ouvertures. Par exemple, moi j'avais vu ça en Allemagne, des ouvertures assises, tu vois. T'en vois pas dans les salles Arcos. D'accord, ouais, comme ça. D'accord. En plus, on a de plus en plus on voit de plus en plus dans les salles, tu sais, avant c'était, quand tu vas dans les compètes par exemple, tu regardais récemment les Coupes du Monde et tout, c'est toujours très, très souvent des départs 4 points. Donc en gros, t'as 4 étiquettes et tu te débrouilles. Il faut que t'aies les 4 membres, donc les 2 mains et 2 pieds qui touchent les prises indiquées. Et c'est vrai que dans les salles type Arcos, Vertical, tout ça, on voit de plus en plus les départs 1 point, tu vois. En fait, t'as juste une prise et tu pars, tu sautes, t'attrapes une autre. Et c'est vrai qu'avant, ça n'existait pas du tout. Tu vas dans des salles à l'ancienne ou encore on voit des vidéos, tu dois voir comme moi sur Insta et tout, au Japon, où t'as des prises à chaque insert, tu vois, et le gars, il part, il est allongé au sol et tout. Et ça, c'est la grimpe à l'ancienne, mais je trouve ça sympa, c'est convivial, c'est marrant, c'est un autre style. Mais pour autant, je trouve qu'on a vu réapparaître des spray walls dans quasiment toutes les salles. Tu vois, là, je suis passage à Paris, je suis allé à Climb Up Porte d'Italie pour le spray wall, quoi. Ouais. Alors, vraiment, c'est top, quoi. Pour t'entraîner, c'est trop bien. Et puis même, t'as vraiment pas de limite. Quand t'as les blocs qui sont vissés, calés, en général, ça arrive qu'il y ait plusieurs méthodes. Et c'est cool d'ailleurs. Mais souvent, l'ouvreur, quand il avait une idée, il va tout faire pour que tu fasses cette méthode-là. Et que tu sais, les prises, elles sont de couleur et tu vas pas y changer. Là, t'as les prises dans tous les sens. C'est trop cool et la création de blocs est infinie. Ça, c'est génial en tant que passionné de se dire vas-y, mais je me mets devant le pan et je peux rester 4 heures à grimper jusqu'à saigner les doigts en faisant, je sais pas, 1000 blocs différents. Ça, c'est génial. Puis avec tes potes, c'est marrant, tu peux faire les jeux où chacun invente un move, des trucs comme ça. C'est ça, et c'est hyper challenging, tu vois. Tu te mets des grosses missions. Tu dis, allez, on va faire thème grosse force, gros plat, compresse, arqué et tout. Et tu sors de la séance, t'es 10 fois plus rincé que si t'avais fait des blocs tout calés. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que, maintenant qu'on arrive plus ou moins sur la fin de ce podcast, est-ce que t'as quelqu'un que t'aimerais entendre dans le podcast? Est-ce que t'as quelqu'un autour de toi ou que tu connais dont tu penses que son mot serait intéressant au micro? Je crois que tu n'en as pas fait encore. Je pense qu'il y a déjà des grimpeurs haut niveau pour qui ce serait intéressant. J'en connais un petit peu qui est de chez moi là, qui
qui s'appelle, vous avez tous entendu parler, je pense, qui a fait des grosses perfs en ce moment, qui s'appelle Jules Marchalan. Ok. C'est un grimpeur vraiment fort. Ce serait cool. Block je pense. Block et diff. Ok. Là, il a fait pas longtemps 9A+, Ah ouais. en Espagne, et plusieurs 9A. Ok, mais pas compétitif, donc plus. Il fait de la compète en ok. diff. Ok. Il fait de la où il me semble qu'il faut aussi du bloc. Je sais pas du tout, je vais pas dire de bêtises, je m'avancerai pas. Mais juste, je le connais un peu, je sais qu'il est cool. et je le vois s'entraîner et tout. Et de temps en temps à Arcos à Nice. Et je pense que du coup, ce serait sympa d'échanger avec lui sur ses méthodes d'entraînement, sur comment ça se passe d'être un grimpeur de haut niveau, qu'est-ce que ça implique. Tu vois, toutes les problématiques d'un sportif de haut niveau. Grave. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Pour tous ces mecs-là, c'est à quel point ils ont de la volonté de refaire et refaire et refaire, refaire. Tu Parce vois, qu'en plus, la grimpe, c'est vraiment un sport où il y a un moment quand tu commences, c'est un peu un sport de débile, quoi. Il faut y aller et il faut bourriner. Tu vas à la salle tous les jours. C'est le seul moyen de progresser, quoi. Ouais. C'est le seul moyen de progresser. Bon, forcément, tu vas avoir de la technique, un peu de vista dans les blocs, tu as un peu de compréhension de la méthode et tout. Et ça, c'est un truc qui se prend plutôt avec l'expérience. Mais il y a un moment, ça reste un sport de force, hein. Ça reste un sport de force. Si tu veux progresser, il faut se buter, il faut se faire mal, il faut sortir des séances. il y a d'autres théories que la tienne, t'es au courant. Les bras qui brûlent, oui, d'accord, mais je l'entends très bien, mais à un moment, tu peux pas le nier, quoi. Ça reste, il faut être fort, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, moi, ce que j'aime, c'est plus faire beaucoup de blocs qui sont à mon niveau plutôt que me la buter sur mon niveau +1. Je sais pas ce qui est le mieux pour ma progression, mais c'est ce que j'aime moi en tant que grimpeur, tu vois. Après, tout dépend de la vision de chacun. Ouais, vraiment. Honnêtement, quelqu'un qui veut progresser, ouais, non, après, je peux pas dire que. Non, tu vas le seul progresser moyen, c'est de se différemment. tuer. Ouais. Mais et quand même, je pense qu'il y a une base de force et de tenue de prise de tout ce que tu veux qui est indéniable. Tu vois, moi, ça me paraît délirant de rester genre 3 mois sur une voie et de la poncer, même si c'est pour faire une perf, tu vois. Mais c'est ce que doivent faire ces mecs-là, tu vois, pour pouvoir faire un 9A. Eux, ils ont, je pense, chaque sportif de haut niveau, tous ces gars, ils ont le mental qu'il faut, c'est monstrueux. Quand tu vois, je pense que tu l'as vu aussi, la vidéo d'Adam Mondra en Espagne qui a voulu faire le 9B+, là, avec le mono, là, le mono et la pince, là, où il a dû tomber 15 fois dans son trip, il est resté 2 ou 3 semaines. Et encore, lui, c'est spécialiste de flasher les trucs au-dessus de 9, tu vois. C'est vrai qu'il est monstrueux, mais les mecs, il faut avoir un mental monstrueux. Quand tu vois le Burn of Dreams, c'est le 9A bloc, le premier 9A bloc, je sais plus combien il a mis d'essais le premier à le faire, mais c'était mutant, quoi. Et tu vois actuellement Will Bosey, il l'a sorti. Le gars, il s'est fait il a reproduit le bloc dans une salle privée avec le scan 3D et tout. Il s'est buté dans sa salle. Dès qu'il a senti qu'il était assez fort, il est allé et il me semble qu'il a mis 12 ou 13 séances sur place avant de sortir. C'est vrai qu'il faut un mental vraiment monstrueux. Avec une abnégation de malade, quoi, tu vois. Ouais. Il y a un peu dans le même style, il y a une vidéo de... Non, c'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as des vidéos ou Parce qu'on regarde tous plein de vidéos ou plein de livres ou plein de personnes à suivre. Quel conseil quel truc tu peux donner à de chaînes YouTube, un livre qui t'a fait... Tu vois, j'ai une vidéo en tête. C'est Dan Woods, Daniel Woods, quand il a fait The Return of the Sleepwalker, c'est aux États-Unis. C'était 9A, en gros c'était déjà un 8C+, à qui il a rajouté, il me semble que c'est 6 moves qui valent eux seuls 8B. Rien que ça. Ouais. Et ouais, c'est stratosphérique. Et tu vois la vidéo de son cheminement, c'est fou, quoi. Le gars, il a changé son mode de vie pour sortir le bloc, quoi. Il a arrêté de boire, il s'entraînait comme un fou, il a passé 40 séances sur place. Des jours, tu vois, dans la vidéo, il devient fou, tu vois. Des jours, il y va, il est trop fort. Des jours, il y va, il est trop nul et il peut rien faire. Et ouais, j'ai adoré cette vidéo. Je trouvais ça hyper inspirant, quoi. Je me suis dit, le gars, mental de fou, implication incroyable. Et je trouve ça vraiment inspirant. Mais c'est marrant, jamais. Parce que tu vois, ce qui est fou dans ce sport, c'est qu'il y a plein de trucs inspirants, tu vois. Et moi, d'une autre manière, je peux être peut-être plus inspiré
par un mec qui va se balader au fin fond de je ne sais quelle forêt et trouver un bloc magnifique sur lequel personne n'est jamais grimpé, tu vois, qui est pas du tout dans le tryhard, mais qui est plus dans l'exploration, dans le truc, tu vois, genre par exemple Sean Villanova, tu vois, c'est un des mecs que j'aimerais trop avoir dans le podcast, et qui lui fait que en gros du terrain d'aventure, genre en mode il fait toutes les montagnes de Patagonie aller-retour et il est tout seul, tu vois. Il cherche des Non, juste il monte, tu vois, en grande voie tout seul, et il redescend, il refait, tu vois. Et moi, je suis plus attiré par ça, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a... Toi, on sent que le truc de se la donner et réussir à truc, mais c'est ça qui est beau dans ce sport, tu vois. Ouais, c'est ça, mais il y a plein de visions. Il y a plein de visions, tu vas avoir la vision perf, la vision passion... Enfin, on n'enlève pas la passion de la perf, Non. les mecs qui font de la perf sont aussi passionnés, Grave. je pense. Et t'as des gens qui vont l'avoir plus large, quoi. Tu vois, des grimpeurs, ça fait 40 ans qu'ils grimpent, et ça fait peut-être 30 ans qu'ils ont le même niveau, mais ils s'en foutent. Ils grimpent, et ils s'amusent, ils kiffent, et ils chillent devant la falaise, ils discutent, et ils font 3 voies dans la journée peut-être, j'en sais rien. Mais ce qui compte, c'est quand même, ça reste de s'amuser, quoi. Donc cette vidéo de Dan Woods, c'est ça ? Ouais. Et t'as un autre truc, une chaîne YouTube, par exemple, côté blog, j'imagine ? Ouais, côté blog, du coup, que je sponsorise depuis quelques temps. Ouais. Et ils sont vraiment intéressants Déjà, ils filment de la grimpe de salle. Dan Woods, c'est l'extérieur pour le coup. Ils filment de la grimpe de salle et ils vont vraiment donner les bons tips pour le grimpeur débutant, les placements, la compréhension, la lecture d'un bloc. Et c'est vraiment, je pense que c'est une bonne école. C'est vraiment bien pour commencer, tu vois, pour quelqu'un qui commence. Et même juste pour regarder les vidéos pour se divertir, parce que c'est fun, quoi. Elles sont fun, elles sont marrantes, ils vont dans des belles salles. Ils ont des invités cool aussi. Ouais, carrément. Ils ont fait avec des gens très forts, Oren Burton, Manu Cornu, Alban Levier. Mawen aussi, il me semble, non ? Les frères Mawen, non ? Il n'y a pas eu un des deux, Mika, qui peut passer dans le truc ? Il me semble, bon bref. Peut-être. Je sais pas. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils explorent, tu vois. Il faut. Du coup, c'est sur de la salle. Aussi, récemment, Baptiste a fait une vidéo en XT. Et moi, j'adore leur contenu. Je regarde toutes leurs vidéos. Je suis abonné à leur chaîne, comme pas mal de gens. Et comme allez tous vous abonner. Et là, franchement, leur contenu est cool. Franchement, c'est marrant, c'est divertissant. Et puis, ça démocratise l'escalade. Ça contribue à l'essor de ce sport qu'on aime tous. Et allez tous voir côté blog. Et cette semaine, il y a eu la sortie de Real Rock. Je sais pas si tu regardes sur Red Bull TV, tu sais, c'est tous les ans, il y a une série de documentaires qui sort. J'en ai entendu parler. Honnêtement, comme tu as dit, je suis passage sur Paris, je bouge pas mal en ce moment, je suis pas trop sur les infos sur mon tel, mais ce week-end, là, dès que je vais me poser, je vais carrément regarder. C'est mon conseil. Ok, et écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie, Louis, de m'avoir accordé du temps et d'avoir accordé du temps à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Aimez l'escalade, continuez, faites en sorte qu'on ait de plus en plus de grimpeurs. Ça voudra dire qu'on aura de plus en plus de salles, qu'on pourra plus s'amuser. Ça fera évoluer le sport, même s'il y a des choses un peu controversées. Toute nouvelle chose fait évoluer le sport. Et ce sera bon par la suite. Et allez tous faire un tour sur notre site, sur rocktop.fr, et tester nos produits. On est friand de retours. Et puis, il faut les retours où ? Sur Instagram ? Sur Insta, moi je suis dispo sur Insta, je réponds assez rapidement. Je suis dispo sur Insta et ouais, principalement sur Insta pour Rocktop. Ouais. Ok, trop bien. Moi je vous remercie si vous avez tenu jusqu'à cette fin d'épisode. J'en profite pour remercier tous les gens qui m'ont fait des chaleureux retours sur le premier épisode qui est sorti le mois dernier. On va continuer avec plein d'invités cool qui nous ont validé leur venue. Donc, écoutez Varap aussi. Merci, ça fait plaisir. Et donc merci. N'hésitez pas à vous abonner sur vos différentes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast et les autres, et à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Merci et au mois prochain.